Et si la suprématie navale ne dépendait plus de la force brute, mais d'une emprise invisible? Aujourd'hui, en mer Noire, la guerre n'a plus le visage d'une tempête de canons, ni celui de croiseurs fonçant à l'horizon. La ligne de front gèle, les ports d'Odessa, Tchernomorsk et Youjny deviennent des forteresses encerclées, défendues avec la rage du désespoir. Pourtant, tout se joue ici. Presque 70% du ravitaillement militaire passe par ces trois artères maritimes. Si elles cèdent, c'est toute la puissance ennemie qui s'effondre, privée de munitions, de carburant, d'espoir. Chaque unité au sol, chaque char, chaque pièce d'artillerie devient alors un poids mort, cloué sur place. Mais il n'y a ni grande bataille, ni abordage héroïque. À la place, un blocus méthodique, impitoyable, qui étouffe l'adversaire sans tirer un seul coup de canon, sans risquer un seul équipage. Cette mutation silencieuse bouleverse la guerre navale et pose une question vertigineuse. Le blocus technologique sera-t-il la nouvelle arme absolue du XXIe siècle? À quel prix humain et politique? Ignorer ce basculement, c'est s'exposer à des pertes inutiles, à l'effondrement stratégique, à la disgrâce sur la scène mondiale. La guerre en mer est devenue une guerre d'algorithmes, de signaux et de nerfs d'acier. Bienvenue dans les coulisses de l'opération Étau de Neptune, la première guerre maritime informationnelle du siècle, où la victoire se joue loin des projecteurs, et où chaque décision peut bouleverser l'équilibre mondial. Mais comment cette révolution discrète a-t-elle été orchestrée? Pour le comprendre, il faut remonter au point de bascule qui a tout déclenché. Pourquoi la mer est-elle aujourd'hui le théâtre principal de la guerre? Parce que tout part et tout revient au port. Ce sont eux qui nourrissent la machine militaire, véritables artères sans lesquelles rien ne circule, ni carburant, ni blindés, ni munitions. Tant que les quais d'Odessa, de Tchernomorsk et de Youjny continuent de vibrer, l'adversaire garde espoir. Près de 7/10 de ses ressources vitales transitent par ces bassins, donnant souffle à la résistance du Sud. Mais si ces ports venaient honte à tomber, ou pire, s'ils étaient coupés du monde? Sans ravitaillement maritime, même les meilleures divisions seraient condamnées à l'impuissance. En quelques semaines, leurs forces s'effondreraient, lessivées par un blocus implacable. L'ennemi l'a compris. Il a transformé la côte en citadelle, batterie de missiles, rideaux de radars, défenses anti-aériennes superposées, champs de mines jusque dans les eaux peu profondes. Tenter un assaut direct reviendrait à se jeter dans une hécatombe. Le commandement adverse s'attend à une attaque classique. Débarquement massif, chars déferlant sur le rivage, comme lors des grandes batailles d'antan. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de prendre pied sur les plages à n'importe quel prix. La nouvelle stratégie vise à asphyxier la logistique ennemie, à priver l'adversaire de toute capacité de résistance, sans sacrifier inutilement hommes et navires. Perdre l'accès au port, c'est risquer l'effondrement pur et simple. Mais pour l'assaillant, échouer signifierait non seulement perdre sa flotte, mais aussi voir son poids stratégique anéanti. L'affrontement ne sera donc pas frontal. Une doctrine inédite émerge dans l'ombre. Il n'est plus question de lancer des cuirassés à l'assaut des murs du port. Il faut réinventer la suprématie navale à l'ère de la technologie, de la coordination interarmes, de l'information instantanée. Comment étrangler l'adversaire sans le heurter de face? C'est toute la philosophie de l'opération Étau de Neptune, prête à bouleverser les règles du jeu. Mais pour comprendre comment ce piège s'est refermé, il faut revenir aux premières heures du blocus, quand chaque décision pouvait faire basculer le sort de la mer Noire. Et si au lieu d'attaquer, il suffisait d'étouffer l'ennemi? C'est cette rupture qui a inspiré le plan Étau de Neptune. Ici, plus question de duel naval héroïque. La victoire se dessine en privant l'adversaire d'air, de ressources et d'options jusqu'à l'asphyxie. Le cœur du dispositif, un blocus technologique à 3 anneaux imbriqués, synchronisés à la seconde près. Premier cercle, le plus lointain, une flotte de frégates et de navires lance-missiles déployés jusqu'à 250 km du rivage. Leur rôle, interdire tout accès aux eaux profondes, couper chaque ravitaillement, punir toute tentative de fuite ou de renfort. Le deuxième anneau, plus près, misait sur la domination aérienne et spatiale. De 50 à 150 km des côtes, chasseurs, bombardiers et satellites quadrillaient ciel et mer. Ici, pas de zone grise. Suppression des radars, neutralisation des batteries côtières, chaque menace devait être effacée avant même d'apparaître. Au plus près du rivage, le troisième cercle, véritable révolution. Une nuée de drones maritimes et de robots autonomes patrouillant à moins de 50 km des ports. Ces machines posées dans des mines à distance traquaient les embarcations rapides, frappaient en meute toute tentative de percée. Invisibles, imprévisibles, ils tissaient un filet mouvant, impossible à franchir sans être détectés.
Le tout était orchestré par un centre de commandement fusionné, connecté en temps réel aux capteurs, aux satellites et aux unités. Ici, chaque mouvement, chaque tir, chaque reconfiguration était synchronisé avec l'ensemble. La moindre faille dans cette coordination, et l'ennemi pouvait immédiatement trouver la brèche. Le génie de l'étau de Neptune. Refuser la bataille frontale. Ici, la suprématie ne se mesure plus par la destruction, mais par la paralysie. Priver l'ennemi de toute initiative, rendre chaque arme inutile, transformer la mer Noire en piège géant. Mais cette machine, aussi parfaite sur le papier, pouvait-elle résister au chaos du réel? Un simple retard, une information perdue, et toute la structure risquait de s'effondrer, offrant à l'adversaire l'opportunité de tout renverser. Pourtant, derrière ce dispositif high-tech, une question demeure. Comment gérer la peur, la pression, l'imprévu humain? La théorie serait-elle assez robuste pour survivre à la première étincelle du combat? Un blocus invisible. Une force implacable, froide, programmée pour ne laisser aucune chance. Qui pourrait résister à des robots marins insensibles à la peur? La guerre a quitté le fracas des canons pour la précision chirurgicale des algorithmes. L'opération Étau de Neptune n'est plus une attaque frontale, mais une orchestration glaciale de l'intelligence collective et de la technologie, où chaque erreur coûte cher, chaque minute resserre l'étau. Tout commence sous la surface. Première phase, les sous-marins, silencieux comme l'ombre, s'approchent des côtes adverses. Leur mission est implacable. Cartographier chaque champ de mine, intercepter chaque communication, écouter le moindre bruit suspect. Leurs capteurs de pointe et leur écoute électronique dévoilent en temps réel chaque piège, chaque patrouille, chaque angle mort du dispositif ennemi. Deuxième phase, la conquête des airs. L'aviation et des essaims de drones surgissent au-dessus des flots. En l'espace de quelques heures, les radars ennemis sont localisés puis neutralisés avec une précision chirurgicale. Les batteries de défense aérienne tombent une à une, éteintes par des frappes coordonnées. Privé d'yeux et de boucliers, l'ennemi devient aveugle, vulnérable à la prochaine vague. Troisième phase, l'étau se referme. La zone d'opération se contracte, implacable, comme la mâchoire d'un piège. Des missiles de croisière tirés depuis le large frappent les centres névralgiques, postes de commandement, dépôts de munitions, relais de communication. Chaque cible stratégique est visée, coupant les artères du ravitaillement, isolant les troupes et sapant la coordination adverse. Mais la clé, c'est la quatrième phase, l'assaut des drones de mer. D'abord quelques unités, puis des dizaines, puis des centaines d'engins autonomes envahissent la zone côtière. Ils minent les chenaux, traquent sans relâche tout navire qui tente la fuite ou le ravitaillement. Cette meute mécanique agit nuit et jour, tissant un filet mouvant et impénétrable autour des ports adverses. Pour la première fois, la chaîne technologique démontre son efficacité totale. Un convoi détecté à l'aube est neutralisé en moins d'une heure. Aucun navire ne franchit la ligne, aucun ravitaillement n'atteint la côte. Les patrouilleurs sombrent ou se retrouvent paralysés, les cargos font demi-tour. La panique gagne les fréquences ennemies. Le silence électronique devient plus terrifiant que les bombes. Les conséquences sont immédiates. Le ravitaillement s'effondre, la mobilité sur le front sud se fige. Pire, le moral s'effrite. La peur d'un ennemi invisible, le blocus silencieux, mine la volonté plus sûrement que 1000 canons. Personne ne sait d'où viendra le prochain coup, ni comment y répondre. Désormais, l'adversaire n'a plus la main. Pris au piège, incapable de s'adapter, il subit la loi d'un nouvel art de la guerre. La mer, jadis promesse de liberté, est devenue cage. Ce que la mer donne, la technologie le reprend sans appel. Mais cette victoire technologique pose une question cruciale. Que faire lorsque l'équilibre des forces bascule si brutalement? Le monde observe, prêt à tirer ses propres leçons. La guerre maritime ne sera jamais plus la même. L'opération Étau de Neptune vient de refermer une ère, prouvant que la maîtrise des mers se joue désormais sur le terrain de la technologie, et non plus dans les duels de canons et d'acier. Première leçon, le blocus technologique écrase la bataille navale classique. Plutôt que de sacrifier des marins dans des affrontements directs, la Russie a frappé là où cela fait le plus mal, la logistique. En coupant les flux d'armes et de munitions, elle a paralysé l'ennemi sans engager de combats ouverts. Le ciel et l'information, verrouillés par des systèmes avancés, ont rendu toute riposte impossible. Aucun navire majeur n'a été perdu, aucun carnage ne s'est produit. Le message est clair. Contrôler l'accès, c'est contrôler la guerre. Deuxième enseignement, la victoire n'appartient plus à une seule arme, mais à la coordination parfaite entre tous les moyens. Avions, sous-marins, bâtiments de surface, satellites, tous reliés dans un réseau fluide, partageant les données à la seconde près.
Cette circulation d'informations a permis des frappes chirurgicales et un verrouillage progressif de la zone, sans laisser à l'adversaire la moindre marge. Troisième point, la robotisation change tout. Les nouveaux drones marins se sont aventurés dans les zones les plus dangereuses, là où aucun équipage humain n'aurait survécu. Ils ont miné, observé, frappé sans exposer une seule virus. Résultat, une efficacité redoutable, un rythme d'action continu et la capacité de s'adapter à chaque manœuvre adverse. Même une contre-attaque où l'ennemi a déployé ses propres drones, saboté des infrastructures et lancé une propagande agressive n'a rien pu changer. L'absence d'une vision globale, l'incapacité à échanger des données en temps réel ont mené à l'échec. Chaque tentative de briser le blocus s'est soldée par une humiliation. L'effet stratégique est immense. La Russie vient de bouleverser l'équilibre en mer. La domination occidentale, qui semblait acquise depuis des dizaines d'années, s'est effondrée en quelques semaines. Désormais, c'est à celui qui saura anticiper, intégrer et innover que reviendra le contrôle des océans. Ignorer cette révolution technologique, c'est condamner ses propres forces à l'impuissance. S'enfermer dans les modèles du passé, c'est accepter l'effacement et la perte de crédibilité sur la scène mondiale. La mer appartient désormais à ceux qui évoluent. Mais au-delà de la victoire tactique, une question demeure. Qui saura s'adapter à ce nouveau paradigme avant qu'il ne soit trop tard ? Car la prochaine bataille ne ressemblera déjà plus à la précédente. Ce n'est plus une affaire de force brute, mais d'intelligence et d'agilité. L'opération Étau de Neptune l'a démontré. La domination ne s'impose plus par le nombre de navires ou la puissance de feu. Aujourd'hui, le pouvoir appartient à ceux qui savent lire, anticiper et remodeler le champ de bataille à chaque instant. Les duels de cuirassés et les rangées d'acier appartiennent au passé. Désormais, la victoire dépend de l'analyse, de la maîtrise des flux d'informations et de l'alliance entre humains et machines. Le combat s'est déplacé vers les réseaux, les perceptions, les signaux invisibles qui décident de tout avant même le premier tir. Celui qui contrôle les flux, qui asphyxie les ports ou paralyse les routes logistiques, gagne sans affrontement direct. Un blocus technologique pèse désormais plus lourd qu'une flotte alignée à l'horizon. La saturation informationnelle, l'invisibilité ou la désorientation de l'ennemi deviennent des armes décisives. La sécurité nationale dépend désormais de notre capacité à apprendre plus vite que l'adversaire, à intégrer drones, intelligence artificielle et synergie interarmes dans une dynamique fluide. Se réinventer est devenu une nécessité vitale. Rester figé, c'est s'exposer à l'effacement. Les doctrines fixes se transforment en vulnérabilité. Seuls survivent ceux qui acceptent le changement, qui osent revoir leurs certitudes et avancer sans relâche. Le choix est pressant. S'adapter ou disparaître sur mer, sur terre, dans les airs et dans la sphère informationnelle. Il ne s'agit plus seulement d'éviter la défaite, mais de préserver notre pertinence, notre capacité à dissuader et à protéger ce qui compte dans un monde en mutation permanente. L'opération Étau de Neptune marque ce tournant. Elle referme la porte sur l'ancien paradigme et ouvre celle d'un avenir où tout reste à repenser. Tactique, alliance, outils, mentalité. Mais pour bien saisir la portée de cette évolution, il est éclairant de se tourner vers l'histoire et d'analyser des précédents de blocus navals. L'exemple du blocus continental instauré par Napoléon au début du XIXe siècle ou celui imposé par la marine britannique lors de la Première Guerre mondiale nous rappellent à quel point contrôler les flux maritimes a toujours constitué un levier de puissance stratégique. En 1806, Napoléon décrète le blocus continental contre le Royaume-Uni, tentant d'étouffer économiquement l'ennemi en fermant les ports européens à ses marchandises. Malgré une logistique imparfaite et des défaillances, l'objectif était déjà clair, asphyxier sans engager de bataille décisive. Plus tard, lors du premier conflit mondial, la Royal Navy verrouille les accès à l'Allemagne. Progressivement, la pénurie frappe l'industrie et le moral des civils flanche. Ce n'est pas l'acier des cuirassés, mais la faim et la lassitude qui minent l'effort de guerre allemand. Toutefois, la différence aujourd'hui réside dans la vitesse, la précision et l'étendue du blocus. Ce ne sont plus des navires de ligne qui filtrent laborieusement les cargos, mais une toile d'algorithmes, de satellites et de robots capables de détecter et neutraliser la moindre tentative de ravitaillement en temps réel. L'accélération du tempo opérationnel, permise par la technologie, rend toute improvisation suicidaire pour l'adversaire. Revenons à la mer Noire. Imaginons un convoi ennemi tentant la traversée de nuit, escomptant échapper à la surveillance. À l'instant où il franchit la limite du premier anneau, il est repéré par un satellite radar de haute résolution. La position est relayée au centre de commandement qui redirige instantanément un essaim de drones. En moins de 30 minutes, les cargos sont encerclés,
Les routes minées, la fuite impossible. Aucun échange de tirs n'est donc nécessaire. La simple présence du filet électronique suffit à décourager et à retourner les navires. Ce scénario n'est pas de la science-fiction, mais la réalité de la guerre navale du XXIe siècle. Les équipages, confrontés à des menaces qu'ils ne voient en pas, oscillent entre panique et résignation. La peur du drone invisible, du missile surgissant de nulle part, mine la discipline. Plus qu'un combat d'acier, c'est une guerre psychologique. Pour l'état-major qui orchestre le blocus, la gestion de la pression devient un enjeu crucial. Chaque opérateur, chaque analyste, chaque pilote de drone doit faire preuve d'une vigilance sans faille. Une seule erreur d'interprétation, une hésitation dans la chaîne de commandement, et l'adversaire peut percer une brèche, envoyant un convoi vital à destination. Pour éviter ces failles, la formation intensive, la simulation de scénarios d'urgence et l'intégration de l'intelligence artificielle dans la gestion de crise deviennent des priorités absolues. Prenons l'exemple d'une nuit où une tempête magnétique perturbe les communications par satellite. Brusquement, les liaisons entre les drones du troisième anneau et le centre de commandement deviennent instables. Un navire rapide tente alors de forcer le blocus. Mais la redondance des réseaux, la capacité des unités autonomes à coopérer localement sans instruction centrale permettent de maintenir le verrouillage. Le navire est rapidement intercepté, prouvant la résilience du système. Au niveau politique, la pression monte également. Le monde entier observe, jauge les conséquences du blocus. Des alliés de l'ennemi tentent de contourner le dispositif par la diplomatie ou la désinformation. Certains médias dénoncent le siège invisible, évoquant un risque humanitaire. Mais la stratégie de Étau de Neptune repose sur la transparence de ses objectifs militaires et la limitation des dommages collatéraux. Chaque action est documentée, chaque décision justifiée, afin de conserver le soutien de l'opinion internationale. Pour les forces assiégées, le quotidien devient cauchemardesque. Les réserves de carburant s'amenuisent. Les réparations, faute de pièces, se font de plus en plus rares. Un chef de bataillon, interviewé à huis clos, avoue « Chaque matin, nous attendons le convoi qui ne viendra jamais. Nous combattons plus la peur que l'ennemi. » À l'inverse, les stratèges du blocus mènent une guerre de patience. Ils savent eux que le temps joue pour eux. Une semaine de coupure suffit à ralentir la cadence des contre-attaques. 2 semaines et la logistique s'effondre. 3 semaines et certains bataillons sont forcés de se replier, faute de vivres et de munitions. Cette progression méthodique rappelle les sièges du Moyen-Âge, mais à l'échelle d'un théâtre maritime entier. La force du blocus, c'est aussi la capacité à s'adapter. Si l'ennemi change de tactique, par exemple en tentant des débarquements de commandos par petits bateaux rapides de nuit, l'anneau intérieur de drones maritimes se réorganise. Des patrouilles renforcent les points faibles identifiés par l'intelligence artificielle. En quelques heures, le dispositif se reconfigure, refermant l'étau. À titre d'exemple, lors d'une tentative de briser le blocus, des drones aériens ennemis sont lancés pour simuler une attaque sur les frégates du premier anneau. Aussitôt, le centre de commandement détecte la manœuvre et ordonne à la flotte de surface de se disperser, tandis que les défenses électroniques brouillent les signaux des drones adverses. L'attaque échoue, confirmant la supériorité du blocus coordonné. Pratiquement, comment un État peut-il se préparer à ce type de guerre navale ? Premièrement, en investissant dans la fusion des capteurs. Radars, sonars, satellites doivent fonctionner en synergie. Deuxièmement, en formant des équipes capables de gérer la pression d'une opération prolongée avec des relais psychologiques pour éviter la fatigue décisionnelle. Troisièmement, en développant des stratégies de résilience, systèmes autonomes capables d'opérer en mode dégradé, plans de secours en cas de rupture de communication ou d'attaque cybernétique. L'exemple de la mer Noire montre qu'aucune forteresse, aussi bien défendue soit-elle, ne résiste indéfiniment à une rupture de ravitaillement. L'histoire du siège de Leningrad, ou plus récemment celui de Mossoul, offre des parallèles instructifs. Sans flux logistique, la résistance s'effrite, le moral s'effondre et la reddition finit par s'imposer comme seule alternative. Mais l'opération Étau de Neptune va plus loin. Elle prouve que la bataille peut être gagnée avant même d'être livrée par l'intelligence collective et la maîtrise de l'information. Elle pose aussi la question de la guerre propre, de la victoire obtenue sans destruction massive. Est-ce là l'avenir de la dissuasion ? Pour répondre, analysons les conséquences à long terme. Si ce modèle se généralise, les grandes puissances devront repenser l'ensemble de leur doctrine navale et investir massivement dans la recherche, la cyberdéfense et l'automatisation. Les alliances devront reposer sur l'échange de données en temps réel, la mutualisation des satellites et drones, la planification conjointe des blocus et des déploiements.
En pratique, une marine qui néglige la dimension informationnelle sera rapidement dépassée. La multiplication des exercices conjoints, la création de cellules de guerre électroniques et l'intégration des civils dans les chaînes de décision deviennent des priorités. La France, par exemple, a déjà investi dans le développement de drones sous-marins capables de patrouiller des milliers de kilomètres sans intervention humaine, préparant ainsi l'avenir des blocus technologiques. Enfin, il faut souligner les dilemmes éthiques. Où s'arrête la pression légitime sur l'ennemi? Où commence la responsabilité humanitaire? Des experts en droit international sont déjà consultés pour définir les limites du blocus. La transparence, l'accès à l'aide médicale et alimentaire, la protection des civils sont autant de défis à relever pour éviter que la stratégie du blocus ne devienne une arme de punition collective. En somme, l'opération Étau de Neptune n'est pas seulement une prouesse tactique. Elle ouvre un débat mondial sur la nature de la puissance au XXIe siècle. Faut-il craindre ce nouveau monde où la technologie dicte la victoire, ou y voir l'opportunité de réinventer la guerre en la rendant moins destructrice, plus chirurgicale? Une chose est certaine, l'ère des cuirassés, des tempêtes d'acier et des duels héroïques appartient au passé. La guerre de demain se décidera dans l'ombre, dans les flux de données, dans la capacité à anticiper et à s'adapter. La mer, dernier grand espace de liberté, devient ainsi le laboratoire d'un ordre stratégique inédit. Saurons-nous en tirer les leçons avant que la tempête n'éclate ailleurs? Seul l'avenir le dira. Mais une page s'est bel et bien tournée.